Bonsoir à toi qui m'as rejoint pour cette masterclass. Alors, cette masterclass, elle est enregistrée en direct, mais peut-être que tu la vois en replay. Et je t'invite à juste prendre quelques secondes pour te mettre dans l'ambiance et juste te poser cette question de aujourd'hui. Quand tu attaques cette masterclass, quel est ton niveau d'énergie et à combien, sur une échelle de 0 à 10, tu évalues ton niveau d'énergie là, maintenant. Et ben, moi, je vais faire pareil. Et ben, moi, je suis dans une très belle énergie. Je suis actuellement dans un bon 9 sur 10 parce que je fais ce que j'aime. Et d'être avec toi ce soir me permet vraiment de monter en énergie. Alors, au programme ce soir, une masterclass dédiée à la maîtrise de la pression. Et vraiment, l'idée, c'est de comprendre en soi et d'avoir des clés pour maîtriser cette pression et du coup être toi-même et être en capacité vraiment de performer, quel que soit l'environnement. Et ça, c'est ce que je t'amène à faire dès ce soir et tu repartiras avec des clés concrètes pour, dès ta prochaine compétition ou ton prochain grand événement, te retrouver pleinement toi-même et être en capacité vraiment de donner le meilleur de toi-même. Voilà. Eh bien, écoute, je t'invite d'entrée de jeu à partir ensemble sur cette masterclass. D'abord, petit point traditionnel de à qui est destiné cet atelier. Cet atelier, il est conçu à la base pour des sportifs sans distinction de sport et de niveau, mais pas que. Effectivement, moi, aujourd'hui, je me positionne vraiment comme une personne qui est là pour t'aider, toi, à optimiser ta performance et à continuer à avancer en utilisant tous les mécanismes du sport du haut niveau et des plus grands champions pour que dans ta vie, tu deviennes le champion de ta vie au quotidien. Globalement, cet atelier, il est vraiment pour toute personne qui veut faire passer son niveau de performance à un niveau supérieur. Tu vois, faire un step en avant et continuer à avancer sur ce chemin-là. Attention, quand je parle de performance, ça peut être chacun à son niveau. Je ne parle pas de devenir champion du monde, de devenir leader, mais c'est de vraiment faire cette étape supplémentaire par rapport à soi-même, tout en restant euh, soi-même et aussi que ça soit bon pour soi. Et puis, globalement, moi, ce que j'aime à dire, c'est que les personnes qui me suivent et qui s'engagent avec moi, c'est des personnes qui sont prêtes à passer à l'action et à faire évoluer leurs habitudes pour réussir leurs objectifs. Alors, si tu as un objectif que tu veux réaliser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tu es au bon endroit parce que ensemble, on va aller travailler dans cette direction-là. En gros, moi, ce que j'aime faire, c'est optimiser le parcours et la performance de personnes ambitieuses, motivées et qui sont prêtes à apprendre et qui sont ouvertes au changement. Si tu ne te reconnais pas dans une de ces cases-là, au revoir et à une prochaine. Voilà, donc si tu es encore là à ce moment-là de la masterclass, c'est que tu t'es reconnu dans ces personnages-là et je t'invite tout de suite à faire connaissance avec mon parcours. Donc moi, c'est Simon Charras, je suis arbitre international depuis 2010 et j'ai officié sur 178 matchs internationaux. Euh, que ça soit des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde. Et au cours de ces 15 années complètes, voire même plus, hein, puisqu'on est dans la 16e année maintenant, j'ai eu l'opportunité et le plaisir d'arbitrer, d'être aussi fait de 11 grandes finales internationales, des finales internationales en championnat d'Europe et en Coupe du Monde. Mais avant ça, j'étais un sportif quelconque. J'étais le champion de l'entraînement. Et c'est vraiment cette dualité-là que j'ai envie que tu perçoives dans mon parcours. C'est-à-dire, je suis resté 25 ans dans l'athlétisme sans pouvoir passer cette étape de devenir champion à la hauteur de mon potentiel. À l'entraînement, j'étais vraiment le partenaire idéal parce que les personnes savaient que si elles étaient à mon niveau, elles étaient prêtes pour leur compétition. Alors quand elles arrivaient à franchir le cap et à performer en compétition, moi, ça me bloquait. J'avais pas ce mindset, cette capacité à me dépasser dans les grandes compétitions, ce qui fait que j'ai jamais en individuel réussi à aller faire un championnat de France. J'ai quand même réussi à intégrer une équipe et être champion de France
Mais vraiment, il y a cette dualité, cette différence entre le sportif que j'étais à l'entraînement et le sportif que j'étais en compétition. Et tout ça, j'ai réussi à passer outre pour devenir un arbitre international, de renommée internationale, numéro un en Europe. Et ça, je le dois à mon parcours dans la préparation mentale. Quand j'étais athlète, la préparation mentale, on n'en parlait pas. C'était quasiment euh, inconnu. Quelques grands sportifs, parfois, en parlaient, mais on était vraiment au balbutiement de ces choses-là. Et dans ma carrière internationale d'arbitre, j'ai vraiment franchi toutes les étapes. Toutes les étapes que toute personne, à un moment donné, va essayer de franchir tout seul. Tu commences à te documenter tout seul, à lire des petites choses. Et puis, tu t'aperçois que c'est pas suffisant. Donc, tu vas prendre des petites formations gratuites. Tu vas participer à des masterclass comme tu le fais ce soir. Et puis, tu t'aperçois que tu veux encore franchir une étape après. Tu prends un e-learning, une formation en ligne où tu es tout seul, où tu essayes d'accrocher les morceaux, de contextualiser pour toi, et puis tu t'aperçois que avec le temps, tu veux encore aller plus loin. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai franchi ce pas de me faire accompagner par un coach. Et cet accompagnement avec le coach, ça a vraiment marqué une transformation parce que j'ai quelqu'un qui était attentionné, qui était à l'écoute et qui m'a fait franchir des étapes à toute vitesse. Et donc, franchement, ce parcours de la préparation mentale que j'ai fait, tu peux le faire, mais tu peux aussi l'accélérer et passer directement à l'étape je prends un coach. Et ça, je t'en reparlerai à la fin de cette session. Mais avant cela, je vais revenir sur une autre partie de mon parcours, une partie plutôt institutionnelle, la partie où j'ai travaillé avec les instances et où j'ai déployé toute une partie d'entraînement de coach et de formateur qui me permet aujourd'hui de pouvoir être devant toi et de transmettre toute cette connaissance, toute cette expérience que j'ai acquise au cours de cette carrière sportive euh, et de vraiment être à l'écoute de ça et de connaître aussi les arcanes d'une direction. Donc effectivement, je suis entraîneur d'athlétisme, coach et formateur arbitre. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis annuellement dans ces formations-là. Mais j'ai aussi eu l'opportunité et le plaisir d'appartenir au board, au conseil d'administration de la Fédération française de touch et de prendre la direction technique de l'arbitrage entre 2014 et 2021. Et compte tenu de ce que j'ai pu mettre en place en France, j'ai été amené à le faire à l'échelle européenne entre 2020 et 2022, où j'étais du coup en charge de l'arbitrage et du développement de l'arbitrage sur les 19 pays européens, avec tout ce qui va avec, du plan stratégique de développement à la formation sur le terrain, l'organisation des grands événements, l'arrière-scène, de gérer un championnat d'Europe tout en étant à la fois aussi sur le terrain. Enfin, bon, voilà. Vraiment un éventail très large pour pouvoir contextualiser et avancer avec toi demain si tu le souhaites. Dernière étape de ce parcours-là, je te parlais tout à l'heure du coach et des pas de géant que j'avais fait. Je peux pas ne pas te raconter mon histoire. Euh, j'ai pris un coach en préparation mentale pour m'aider à préparer une Coupe du Monde. Et vraiment, je cherchais quelqu'un pour me faire passer un step dans la préparation mentale et de la gestion des grands événements. Et cette personne-là m'a transformé. Et en un an, je suis passé de quelqu'un qui avait besoin, qui demandait des choses, à quelqu'un qui accompagnait déjà. Un an après, c'est moi qui donnais mes premières masterclass de préparation mentale pour les arbitres, ceux qui préparaient la prochaine Coupe d'Europe. Et là, vraiment, c'est le genre de gap et de transformation que on est capable de faire quand on se fait accompagner. Voilà pour cette introduction. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me suivre sur Instagram ou venir en direct. Je me ferai un plaisir de te détailler d'autres étapes de mon parcours. Allez, avant de commencer, moi je suis quelqu'un qui n'a pas envie que ça soit que du descendant. Et ce que je te propose de faire, c'est de prendre quelques minutes, là tout seul, toi, pour réfléchir à euh, toi, comment ça se passe quand tu dois pratiquer sous pression, quand tu dois performer sous pression. Et donc, juste de prendre un papier, un crayon,
et de noter ces quelques difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu as dû pratiquer sous pression? Voilà. Je te laisse le temps de faire cette introspection. Peut-être que tu as besoin de mettre pause sur cette vidéo pour que tu puisses clairement aller travailler là-dessus. Et tu verras qu'on va se servir de ces expériences un tout petit peu plus loin dans l'atelier pour travailler ensemble sur ta gestion de la pression. Voilà, on est de retour dans cet atelier et du coup, je vais commencer à te présenter CAP. CAP, c'est pour moi l'acronyme qui me permet de tracer les origines de la pression, en fait. Quand on parle de pression, tout le monde pense naturellement à l'enjeu et le niveau de compétition. Mais en fait, la pression, et c'est important quand tu veux apprendre à la maîtriser et à la gérer, il faut vraiment que tu comprennes d'où viennent ces symptômes de pression. Qu'est-ce qui fait que là, tu te sens dans une difficulté ou que tu ressens une tension particulière? Alors, CAP, c'est vraiment, comme je te disais, un acronyme. CAP la pression, CAP, c'est pour aussi limiter, caper la pression. Et c'est pour ça que j'aime bien cet acronyme. CAPer, c'est la comparaison, les attentes externes, le perfectionnisme et les enjeux. C'est pour moi les quatre grands drivers qui mènent à une pression supplémentaire quand tu vas aborder un grand événement, que ça soit sportif, professionnel ou même personnel. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de, qui n'a pas été stressé le jour de son mariage, n'a pas ressenti cette pression-là? Moi, je sais que c'était stressé avant. Mais voilà. Et donc, franchement, la pression, il faut vraiment juste apprendre à la transformer pour en faire une énergie qui va vraiment te permettre d'être au meilleur de toi-même. Allez, on attaque CAP. La comparaison. Deux formes de comparaison. Euh, la comparaison à l'externe. Globalement, tu compares toi à ce que fait l'autre. Tu compares tes résultats à ce que l'autre a fait. L'exemple là-dessus qui est effrayant pour un préparateur mental, c'est l'attachement identitaire au classement dans le tennis. La dernière fois que j'étais dans un club de tennis, deux personnes se rencontraient pour la première fois et elles donnent même pas leur nom de famille, elles donnent leur classement. Sylvain 15-4. Ah, Mathieu 2-8, 2-6, excusez-moi. Euh, super. Ils sont tellement attachés à ce classement-là que ça devient une pression quotidienne, hebdomadaire. Le lundi matin, il faut aller voir le classement. Est-ce que j'ai monté? Est-ce que j'ai descendu? Et franchement, je suis vraiment dans cette comparaison constante. Mais on a aussi une comparaison à l'interne. Et notamment, on peut le voir quand on a des blessures, des choses comme ça. Et quand on va comparer ces datas d'une année sur l'autre. Ah tiens, l'année dernière, à l'entraînement, je faisais tant. Et aujourd'hui, je fais tant. Donc, je suis pas prêt. Mais tu sais pas, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres facteurs qui vont venir faire que ça va pas changer. Parce que on est bien d'accord que la performance ne dépend pas uniquement de ton côté physique, technique, il y a aussi cette part de la stratégie et du mental. Et donc, vraiment, on a vraiment cette pression de la comparaison. Et vraiment, la dernière chose sur laquelle j'ai envie de mettre l'attention autour de la comparaison, c'est qu'on compare généralement notre, nos difficultés aux réussites des autres. C'est-à-dire que on se compare, nous, à la vitrine de l'autre. Et donc, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Mais par contre, on compare notre arrière-scène à l'avant-scène de l'autre. Et ça, forcément, amène un décalage de perception. Et donc, c'est ça qui va vraiment, sur le volet de la comparaison, te poser une difficulté et venir te faire augmenter la pression. Le deuxième pilier, c'est les attentes externes. C'est vraiment comment l'environnement extérieur va venir impacter mon intérieur. J'ai la peur de l'échec. J'ai les attentes autour de moi, le jugement des autres. Reviens sur ta situation de tout à l'heure, là, où des difficultés que tu as rencontrées, et essaye de te projeter, de voir un petit peu à ce moment-là, qu'est-ce que tu te disais?
Et on regarde quelles étaient tes peurs par rapport à l'extérieur, quelles étaient les attentes autour de toi. Tiens, euh, l'exemple assez fort là-dessus, c'est le père et son fils, et le fils qui se doit de réussir parce que le père le pousse, alors qu'il n'en a pas forcément envie. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne réussis pas? Tiens, je vais prendre un exemple que moi j'ai eu et j'ai encore régulièrement. J'ai été numéro 1 européen. Suite à ça, j'ai été blessé. Et j'ai eu une énorme appréhension la première fois où j'ai dû revenir sur le terrain. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je ne suis pas à mon niveau, eux, ils me voient à tel niveau et je vais rattaquer à tel niveau. Et ça m'a mis en insécurité, en difficulté, parce que je me préoccupais plus de ce qu'allaient penser les autres et de comment ils allaient me percevoir que de la réussite d'être de retour sur le terrain. Et donc, vraiment, on porte une attention particulière à ces attentes externes, à à l'intention que tu vas porter, à ce que disent les gens autour de toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur le jugement sur lequel il faut aller travailler si tu en as besoin. C'est des points qui sont vachement importants, de comprendre que c'est pour toi que tu fais cet événement et c'est pour toi, c'est toi, ton jeu qui est à l'avant. Et donc, c'est quels sont mes besoins et comment j'avance dessus. Troisième volet, le P de perfectionnisme. On voit énormément d'athlètes qui se mettent une pression de folie simplement parce qu'ils ont des standards élevés ou ils ont une autocritique exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment aller rechercher cette perfection. Et tant qu'ils n'ont pas atteint cette perfection, ils ne sont pas contents. Et cette recherche de perfection te fait souvent aller dans le mur. Il n'y a pas de perfection. La perfection n'existe pas. Je prends régulièrement comme exemple les plus grands tennisman qu'on ait eus, que ce soit Nadal, Djokovic ou Federer. Aucun des trois n'a eu la saison parfaite. Aucune saison, un tennisman est resté invaincu. Non. Par contre, ils ont une quête de l'excellence qui est phénoménale. Et donc, on est vraiment sur ce rapport à qu'est-ce que je dois mettre en place et mon niveau de standard. Euh, J'en ai pas fait assez, il faudrait que j'en fasse plus. Tiens, j'ai raté ça, il faut encore que j'aille chercher ça. Et tous ces petites courses au perfectionnisme vont non seulement te mettre une pression supplémentaire, mais en plus t'empêcher de construire ta confiance. Parce que tu vas souvent porter ton regard sur ce qui ne va pas, au lieu de ce que tu as fait. Et donc, va chercher cette quête de l'excellence, donner le meilleur de toi-même à chaque instant, plutôt que je veux être parfait. Et le dernier, je dirais, c'est celui qu'on voit généralement, celui auquel on pense en premier lieu, c'est l'enjeu, c'est le niveau de la compétition. J'ai jamais fait de compétition à ce niveau-là. C'est mes euros, c'est mes championnats d'Europe, c'est le plus haut que j'ai jamais atteint, c'est mon objectif de la saison, ou c'est une qualification qui est cruciale. C'est vraiment un match important parce qu'il y a de l'enjeu derrière. Et donc, l'enjeu qu'on va trouver derrière cette compétition va venir renforcer tout ce qu'on a pu voir avant sur il faut que je sois bon, il faut que je sois parfait, il faut que je réussisse. Sinon, ils vont penser que je suis mauvais, que ça vaut pas la peine, que j'ai fait tout ça pour ça, ou que je suis moins bon qu'un tel ou un tel. Non, l'enjeu, c'est vraiment quelque chose de soi avec soi-même. Et dans cette vision de l'enjeu, il y a aussi un rapport à son investissement personnel qu'il faut aller regarder dans ces cas-là. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es déjà dit ou tu as rencontré quelqu'un qui dit je ne peux pas perdre. Avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas perdre ou je ne veux pas perdre. Tu vois? Et là, on est déjà sur des jeux qui viennent te faire monter ta pression. Et ça, c'est vraiment important que tu prennes conscience avant toute chose de quels sont tes facteurs qui viennent, toi, te challenger et te mettre cette pression, qui vont te mettre en insécurité et parfois en stress. Donc ça, c'est vraiment la base. Et je t'invite vraiment sur la situation, sur les situations, les difficultés que tu as identifiées dans la première partie, à aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vient chercher chez toi. Est-ce que c'est plus de la comparaison? Est-ce que c'est plus du perfectionnisme?
Est-ce que c'est les attentes externes ou est-ce que c'est simplement le niveau de la compétition? Et à partir de là, tu vas pouvoir travailler à les atténuer et à les faire avancer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va aller sur un volet que moi j'adore et que c'est l'axe que je te propose que on travaille ensemble cette semaine dans le cadre de cette masterclass. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de performance. Alors, je me suis essayé à une définition académique de la performance. Euh, et je suis arrivé à cette phrase, c'est déployer ses capacités physiques, techniques, tactiques et mentales pour mettre en œuvre une compétence acquise, quel que soit l'environnement, le contexte et l'enjeu. Dit autrement, la performance, c'est réaliser ce que je sais faire quand je le veux. Et déjà, rien que ça, si tu es en capacité de performer, quelle que soit la compétition, de réaliser ce que tu sais faire quand tu en as décidé et quand tu en as besoin, alors tu auras fait ta performance. Après, tu peux tomber sur des personnes qui sont plus fortes que toi, qui ont des capacités différentes et qui vont changer ton résultat intrinsèque et final. Mais au regard de toi, si tu as déjà mis en place ça, alors tu as déjà réussi ta performance. Et je veux vraiment que tu prennes conscience que la performance, c'est d'abord une relation avec soi-même. Pourquoi une cocotte minute? Pourquoi une cocotte minute? Bah, tout simplement parce que j'ai envie d'aborder avec toi ce soir un axe particulier, comme je te disais, sur la maîtrise de la pression, et c'est de le voir par l'émotion, par la gestion de l'émotion. Et cette cocotte minute, elle représente globalement 80 à 90% des sportifs dans leur gestion de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, on l'enferme jusqu'à ce qu'elle explose et qu'il soit trop tard. Et ce que j'ai envie de travailler avec toi ce soir, hein, et te faire passer comme outil et comme message, c'est que si tu apprends à gérer tes émotions, alors la cocotte minute n'explosera pas. Et si la cocotte n'explose pas, alors tu as toutes les chances de pouvoir réaliser la performance que tu attends. Allez, on y va. Je t'emmène dans la partie gestion des émotions. Ensemble, on est parti. Avant toute chose, revoyons un petit peu, prenons un petit peu de hauteur sur euh, les apports d'une bonne gestion émotionnelle dans le cadre de la pression. Alors, la gestion émotionnelle, elle va bien au-delà de gérer l'instant T quand ça explose ou quand c'est difficile. D'accord? Donc, la première chose que va t'apporter cette gestion émotionnelle, c'est de réguler ton stress en compétition. Et là, on est pleinement et complètement dans les effets de la pression. Parce que globalement, hein, quand la pression monte, soit la perception de tes capacités baisse, soit ton niveau d'attente monte, et forcément, quand tu as ce déséquilibre entre ces deux choses, le stress y monte. Et le fait de te reconnecter à toi, à ton corps et à tes émotions va te permettre de les réguler et de revenir dans un niveau de stress optimum pour performer. Mais la gestion de l'émotion, elle est beaucoup plus profonde, elle va beaucoup plus loin. Elle va aussi te permettre de mieux comprendre tes besoins et tes envies, ce qui va te permettre de maintenir la motivation dans le temps. Parce que souvent, on s'aperçoit que les ressentis impactent ma motivation. J'ai pas envie. Là, je me sens pas, je me sens fatigué. J'y vais pas. Je suis fatigué. J'y vais pas. Ça, apprendre à détecter ces signaux-là et à les traiter va te permettre dans le temps d'augmenter ta motivation. J'ai des masterclass dédiées hein, sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à aller voir dans les replays que je peux vous proposer. Vous trouverez des sujets complets dédiés à ça. La confiance, le doute et la confiance. La gestion émotionnelle nous permet vraiment de mieux se connaître, de mieux et de renforcer tout ça. Toi, je te parlais tout à l'heure de cette version de la perfection, rechercher l'excellence plutôt que la confiance. Et ça passe aussi par cette gestion émotionnelle. Ça peut aussi t'aider à optimiser ta concentration. Et ça, c'est évident. C'est-à-dire que une émotion parasite et tu as les pensées qui partent. Si tu as les pensées qui partent, tu es plus focus sur ce que tu as à faire. Comment tu veux réaliser le geste juste,
et dans l'instant si tu penses à autre chose. Ça marche pas. Et donc, revenir dans un état de concentration, ça passe par la maîtrise de l'émotion. Et enfin, toute cette gestion va nous permettre de travailler notre combativité. C'est-à-dire que je peux, à des moments, me sentir en dedans et avoir besoin de m'activer. Ou inversement, d'être dans une certaine frustration, dans une certaine colère et devoir baisser. Et donc, développer, ajuster son niveau de combativité à ce dont j'ai besoin pour réaliser ce que j'ai à faire, ça passe par ça. Et puis, en se connaissant mieux et en gérant tout ça, on va apprendre à mieux gérer les difficultés et les échecs. C'est-à-dire que quand on va se rencontrer face à un obstacle, on va avoir cette capacité, cette résilience à rebondir, à l'effacer pour continuer à avancer vers cet objectif qui aujourd'hui nous motive complètement et pleinement. Est-ce que c'est bon pour toi? Dis-le-moi en commentaire puisque tu es en replay, je te le rappelle. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On le rentre dans le vif du sujet et ce concept de la tête bleue, tête rouge. C'est un concept qui vient d'un préparateur mental néo-zélandais qui l'a développé notamment pour les All Blacks. Et donc, on part du principe qu'il y a deux états. Il y a deux états. Un état bleu où finalement c'est un état émotionnel où tu es plutôt calme, détendu, dans le présent, où c'est clair, c'est précis, c'est concentré, tu es concentré. Et là, tu es vraiment dans une forme de anticipation où tout est fluide, tu es dans une zone de flow et il n'y a quasiment pas d'effort à faire et tout vient naturellement. Et ça, c'est l'idéal. On rêverait de passer notre vie en tête bleue, parce que c'est vraiment l'état où on va pouvoir être complètement libérer notre potentiel, réaliser ce que j'ai à faire quand j'ai à le faire. Et c'est facile dans une zone plutôt de génie. Malheureusement, à l'opposé, il y a la tête rouge. La tête rouge, c'est vraiment cet état où on va être tendu, où on va être inhibé, où on va plus oser, on va être anxieux, parfois agressif, désespéré. Et c'est souvent à ce moment-là où on se rend compte que on est focus, non plus sur le process, mais sur le résultat. Et parfois, on est enclin à en faire un petit peu plus, un peu trop. J'ai voulu trop en mettre, trop en faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette situation-là, de dire, tiens, il faut trop, j'ai trop voulu en faire? Voilà, j'ai voulu attaquer trop tôt ou surcompenser. J'étais en retard, j'ai voulu prendre un raccourci et ça s'est mal passé. Et donc, on a vraiment ça. Et l'enjeu de la gestion émotionnelle, hein, c'est de se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans une match, dans une compétition, j'aurai forcément des moments tête rouge. Ça, j'y couperai pas. Parce que une compétition qui est parfaite, ça n'existe pas. Et tout l'enjeu qu'on a ensemble, c'est d'être en capacité de détecter les signaux émotionnels, les signaux corporels qui font que je glisse vers cette tête rouge et de pouvoir revenir en tête bleue le plus rapidement possible ou même éviter d'aller en tête rouge. D'accord? Allez, on descend un cran plus bas encore en allant chercher quelques petits symptômes, quelques petites informations qui nous permettent d'évaluer assez rapidement de ce qui se passe quand on est en tête bleue et tête rouge. Alors, dans, dans la tête bleue, comme je te disais, c'est des moments de calme intérieur, avec des pensées claires. Euh, Est-ce que tu as déjà, moi ça m'est déjà arrivé dans des matchs de touch que j'arbitrais, de voir le jeu quasiment au ralenti, tellement j'étais dedans, tellement j'étais dans une tête bleue. Et je, je, je devinais, j'anticipais les mouvements des joueurs et j'avais un placement et une anticipation qui était vraiment idéale. Et ça vient par ces moments et ces pensées qui sont ultra claires. La décision, elle sort, elle est propre, elle est ainsi de suite. Donc ça marche dans de l'intelligence situationnelle, dans les sports co, ça marche quand tu dois prendre une décision ou quand tu es dans un événement ou fixer un objectif et manager une équipe. C'est vraiment ces pensées claires qui vont te driver vers ces choses-là. Comme je te disais, les décisions sont bonnes et surtout, tu as une capacité et une efficience dans tes gestes et tes actions qui est bluffante, on va dire. Et
Tu le vois bien, en fait. T'as pas de réflexion. Le geste, il est naturel, il est fluide. Attends, je pense notamment à un golfeur là, que j'ai accompagné récemment, où il me disait, Sylvain, putain, sur un trou, j'ai posé la balle, j'ai fait un mouvement pour sentir le geste, et paf, j'ai tapé, et ma balle, elle est partie, mais vraiment où je voulais, comme je le voulais. Et, et voilà, il était vraiment dans son flot, dans sa tête bleue. Et c'est vraiment des sensations que je t'invite à les détecter dans tes compétitions. T'inquiète pas, c'est l'exercice d'après, je te le dis comme ça. La tête rouge, c'est vraiment l'opposé. C'est perte de contrôle. Je sais plus quoi faire. J'ai mon esprit qui part. J'ai mon esprit qui s'embrouille. Je sais plus quoi faire. Des fois, tu te retrouves balle au pied, tu sais pas, tu es dans un match de foot, tu sais plus si tu dois faire la passe, si tu dois tirer. Or que en tête bleue, c'est évident. Tiens, je voyais, j'ai vu passer cette semaine un basketteur qui a dunké dans son propre panier, tellement il était en tête rouge. Le mec, il était tellement parti loin dans son état d'esprit, son partenaire lui fait la passe et il dunk dans son panier. Son équipe, elle a perdu 2 points. C'est son dunk. C'est chaud, hein? Alors, comment on fait? On essaye de se sortir de cette tête rouge le plus tôt possible et de détecter ces signaux-là. Et donc, comme je te disais, on est sorti de la zone. Alors, pour toi, j'ai un petit truc. Globalement, quand tu es en tête rouge, c'est les mêmes comportements que les comportements de peur. Et donc, tu as trois choses possibles. Soit tu vas combattre, tu vas aller vers trop d'engagement, tu vas t'énerver contre l'arbitre, tu vas vraiment te mettre en opposition et tu vas avoir des émotions de colère, d'accord? D'énervement. On verra après hein, tout ça, comment ça va. Et donc, le combat. Le deuxième, c'est se figer. Se figer, c'est ne plus oser faire les gestes, ou tu prends plus de risques. Euh, un exemple d'un basketteur qui passe en tête rouge au début du match, il tente des paniers à 3 points. Il rate les 3 premiers. Et sur toute la fin de la partie, il tente plus un panier à 3 points. Même si les opportunités sont là et sont bonnes, il a tellement peur de rater qu'il se fiche et qu'il n'ose plus faire le geste. Et le dernier comportement que tu peux avoir, c'est fuir. C'est abandonner. C'est carrément, bon, j'ai perdu le match, c'est fini. Allez, vivement que ça s'arrête. Alors tu peux abandonner, tu peux aussi demander un remplacement. C'est je me suis fait mal, ça va pas. Tiens, je suis pas prêt, j'y vais pas, ou ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important pour toi et pour détecter en fait les moments où tu arrives en zone rouge, d'aller chercher dans tes expériences ces comportements. Est-ce que tu as plutôt tendance à te frustrer, à t'énerver, donc à combattre, à te bloquer, à plus oser, à revenir dans une zone de sécurité, ou carrément à abandonner, c'est terminé, c'est trop tard, j'ai fini. Voilà. Et donc, je vais encore une fois t'inviter là à reprendre ta feuille de papier et à juste aller imaginer, euh, retrouver dans ton souvenir, dans tes dernières compétitions, dans tes derniers événements importants, une situation en tête rouge et une situation en tête bleue. Et juste de noter là ce qui te vient à l'esprit. Déjà, où c'était, quand c'était. Donc, bien se rappeler la situation. Et puis, si tu veux aller encore un cran plus loin, c'est juste d'aller travailler sur quels étaient mes comportements à ce moment-là. Qu'est-ce que je faisais? Puis de faire encore une colonne et de me dire, mais à quoi je pensais à ce moment-là? Quelles étaient mes pensées? Et tu t'apercevras que souvent, quand tu es en tête bleue, tu n'as pas beaucoup de pensées et tu es vraiment dans l'action. Et c'est important de voir en fait ces comportements qui ont mené à la tête bleue ou à la tête rouge. Et puis, la dernière colonne, ça sera quelles étaient mes émotions, qu'est-ce que je ressentais? De la colère, de l'énervement, de la frustration, où j'étais euh, animé d'une certaine excitation, j'étais plutôt zen, calme, j'étais plutôt triste. Et donc de ça, tu vas voir que on va se servir de tout ça pour construire ce que moi j'appelle la boussole émotionnelle et qui, elle, va nous permettre justement de se reconnecter à soi, à son jeu, pour anticiper ces situations-là et avoir cette capacité-là à juste très rapidement se dire, tiens, là, je suis
en train de glisser vers la zone rouge, il faut que je trouve une contre-mesure. Les contre-mesures, c'est à toi et tu les trouveras tout seul. Et c'est là que se faire accompagner pour aller chercher ces contre-mesures est vachement intéressant. Mais on en reparle. Ok, allez, je te laisse 2, 3 minutes, le temps que tu fasses cet exercice. Je te rappelle, retrouver une situation tête rouge, une situation tête bleue, et pour chacune de ces situations, voilà, décrire un petit peu la situation. Quels étaient mes comportements dans cette situation? Quelles étaient mes pensées au moment de la situation et quelles étaient mes émotions. Et donc, tu vas avoir un tableau. Alors là, on le fait sur un parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais imagine que tu peux aller en chercher 5, 10. Plus tu vas avoir de la matière et de la précision, et plus tu vas avoir de la finesse pour développer, un, ta compréhension et ta lecture du jeu JE, et des contre-mesures que tu vas pouvoir mettre pour identifier ces choses-là. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir des situations différentes qui t'amènent des déclencheurs différents pour que dans le futur, quand tu as conscience de ces déclencheurs-là, tu fasses en sorte de ne pas glisser dans la tête rouge. Ok, c'est bon pour toi? Allez, peut-être que tu as besoin de mettre pause et tout simplement de revenir dans quelques minutes sur cette vidéo. Allez, hop, je reviens et je te propose de passer du coup à la suite. Et la suite, c'est mon outil à moi. C'est vraiment cette boussole des émotions. Cette boussole des émotions, c'est ce qui va nous permettre de piloter notre système interne et savoir où j'en suis et si je dois mettre en place des choses pour ne pas glisser vers la tête rouge ou pour rester dans ma tête bleue ou revenir dans ma tête bleue. Ça, c'est vraiment cette boussole-là, elle va vraiment te permettre en tout temps, tout terrain, de te situer et faire prendre conscience à toi et à ton inconscient que c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. Et quand tu décides de ce que tu veux faire, alors les performances sont les tiennes et elles correspondent à ce que tu veux. Ok, allez, on est parti. La boussole émotionnelle. La boussole émotionnelle, tu peux continuer à travailler sur ta feuille de papier et tu vas tracer une croix avec deux axes. Un axe très simple, le niveau d'énergie. Basse énergie en bas, haute énergie en haut. Donc ça, c'est pour l'axe des ordonnées. Et puis, sur l'axe horizontal des abscisses, si je ne me suis pas trompé, les états émotionnels. À gauche, tu vas avoir des états émotionnels qui sont plutôt négatifs, de la tristesse, de la colère, de la peur. Et à droite, des états émotionnels qui sont plutôt positifs, de la joie, de l'excitation, de l'euphorie, mais aussi parfois du calme, du zen. D'accord? Et donc, l'idée, c'est juste à un moment donné, de se poser et de se dire, OK, là, j'en suis où? Sur une échelle de 0 à 10, mon niveau d'énergie, il est où? Et tu vois, on fait le pont avec ce que je te demandais tout à l'heure. Là, je suis à 9 sur 10. Tac, je suis tout en haut. OK. Et donc là, tu te positionnes en hauteur. Et puis, tu vas venir aussi évaluer ton état émotionnel. Savoir si tu es plutôt dans un état négatif, très négatif, ou positif. Et là, pareil, sur une échelle de 0 à 10, tu te dis, OK, je suis où? Tiens, ben, toi, ce qui m'a permis de monter à 9 sur 10, c'est que j'étais excité. Et donc, je me retrouvais un petit peu par là. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de se positionner dans cette boussole, dans ce cadran, et de mettre des mots sur ces émotions pour comprendre, en fait, comment je suis. Et donc, ce que je vais te proposer, alors, ça, c'est les miens de mots. C'est ma boussole. Et je t'invite vraiment à faire la tienne et à te dire, OK, et donc, je te propose de commencer par des niveaux d'énergie qui sont plutôt bas et des états émotionnels qui sont plutôt négatifs. Et donc, de voir une échelle de gradation. Euh, je suis triste, je suis dépité, je suis démoralisé, je suis déprimé. Et donc, tu te vois que en mettant des mots, et des sensations hein, aussi, parce que moi, si tu te rappelles bien, je t'ai demandé quels étaient mes comportements et qu'est-ce que j'avais comme pensée, mais on peut rajouter une dernière colonne de ce que je ressentais physiquement. Voilà.
Et donc, tu vas créer cette échelle de mots pour décrire tes états internes triste, dépité, démoralisé, déprimé. Et donc, je vais t'inviter à juste le travailler sur l'ensemble des quatre cadrans. Et donc, après, tu travailles sur la partie niveau d'énergie haut et des états émotionnels négatifs. Alors moi, j'ai identifié que d'abord, je suis contrarié, puis après, je suis frustré, énervé et excédé. Et, et donc, je monte dans des états qui vont et tu verras après, hein, tu me vois venir déjà. On va dessus travailler sur ma zone rouge et ma zone bleue. Et savoir quand je suis en zone bleue, bah, où est ma limite de zone bleue et de zone rouge. Je te le dis tout de suite, on va y venir. Et donc, d'aller dans cette échelle de graduation de mes différents états internes pour gérer ça. Et c'est vraiment important pour toi, hein, pour te maîtriser et pouvoir demain avancer sur ces sujets-là, de commencer à comprendre ces mécanismes de je m'écoute, je comprends, je sais où j'en suis et j'avance. Pareil, sur le troisième cadran, le cadran plutôt des énergies basse, mais par contre, cette fois, on est passé dans des états positifs. Le calme, la sérénité, la détente et le zen. Et toi, et vraiment, bah, des fois, quand je suis dans une énergie basse, mais quand même positive, et que j'inspire, que je sors d'une méditation, bah, je suis dans un état zen. Et c'est bien parce que c'est un état que je peux aller chercher. L'avantage avec la gestion et l'intelligence émotionnelle, hein, c'est que ces états internes, tu peux les travailler et tu peux apprendre à changer d'état interne. Mais tu peux aussi les ancrer pour, quand tu en as besoin, de les faire remonter. Et ça, c'est vraiment tout le travail que nous, on fait en préparation mentale. C'est-à-dire, je sais que euh, pour être, euh, pour être très performant, j'ai besoin d'être un peu frustré parce que ça fait monter mon niveau d'énergie et je sais que, par exemple, quand je suis dans un combat de taekwondo, je sais que quand j'ai une certaine frustration, ma concentration elle est meilleure, mon énergie elle est meilleure, mon envie et tout ça. Et donc, je vais plutôt travailler à retrouver cet état de frustration. D'accord? Et ça c'est vraiment des choses, des ancrages qu'on arrive à mettre en place dans la préparation mentale. Le dernier cadran, il y a pas de mauvais ou de bon ou de mauvais cadran. Il y a juste à prendre conscience en toute bienveillance et sans jugement de où j'en suis et surtout de se poser la question de, pour réaliser ce que j'ai à faire, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être plutôt calme et serein ou est-ce que j'ai plutôt besoin d'être enjoué, enthousiaste? Et du coup, d'avancer comme ça, c'est pour ça que je te parlais d'imposer son jeu, parce que je me connais, j'avance et je sais de quoi j'ai besoin. Et donc, sur ce quatrième cadran, on va retrouver content, enjoué, enthousiaste, euphorique. Et toi, il n'y a pas de bon cadran. Finalement, c'est plutôt qu'est-ce qui est dans la zone rouge et qu'est-ce qui est dans la zone jaune, bleue. Je prenais assez récemment un exemple d'une équipe de foot qui justement s'est retrouvée dans un état d'euphorie parce qu'elle venait de scorer et elle prenait l'avantage. On était à allez, 5 minutes de la fin du match et elles viennent de scorer, de prendre l'avantage. Et ils sont dans une telle euphorie que sur le coup d'envoi d'après, paf, ils reprennent un but. Tout est à refaire. Et là, ils tombent directement en démoralisé. J'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé, hein. À la fin du match, ils ont perdu parce ils ont mal géré leur euphorie d'avoir marqué. Et donc, apprendre à se connaître et à gérer ça, c'est ce que je te promets et c'est ce que je t'invite à faire avec cet outil-là, cette boussole-là de où j'en suis et où j'ai besoin d'être pour après. Et donc, si on donne des noms, ou si on commence un petit peu à nommer ces quatre zones, j'ai en haut à droite une zone de performance. En général, effectivement, la performance, elle vient quand je suis dans un haut niveau d'énergie et un état positif. Mais je peux avoir aussi besoin de récupération, c'est-à-dire de calme. Par exemple, après une compétition, j'ai besoin de redescendre en énergie et quand même de conserver cet état positif. Et puis après, il y a des choses qui sont un petit peu plus embêtantes, mais qu'on peut aller chercher, dont on peut avoir besoin, hein. Combien de fois vous êtes retrouvé dans une compétition en étant amorphe et vous avez besoin d'aller activer un petit peu plus d'agressivité et donc d'aller titiller ces émotions-là de frustration et de contrariété
pour justement revenir parce que vous étiez trop dans une zone de calme. Voilà, s'invectiver pour repartir, et ben, on est typiquement dans cette utilisation de cette boussole-là. Et le dernier, c'est plutôt une apathie. Tiens, là, je suis en train de m'effondrer, de rendre les armes. Et tu vois bien, tout à l'heure, je te parlais d'une zone rouge et de fuir. Et ben, globalement, tu commences à t'apercevoir que ce comportement tête rouge de fuite, il est plutôt dans une partie apathique où je suis démoralisé, déprimé, et donc je laisse filer les choses. D'accord? Donc ça, c'est vraiment euh, la clé, et je t'invite vraiment à tracer ces choses-là et à mettre les mots et les émotions qui, toi, te correspondent. On peut le faire ensemble au cours d'un accompagnement si tu en ressens besoin. Mais comme je te disais, hein, tu peux aussi très bien l'implémenter tout seul. Allez, je te l'ai déjà dit, l'idée c'est de projeter ces têtes bleues, ces zones bleues, ces zones rouges et ces zones de performance sur cette boussole. Alors, je t'ai fait le cas idéal. C'est-à-dire que ma zone bleue, c'est un cercle parfait, concentrique, et je passe progressivement du bleu au rouge en montant dans les émotions. La réalité, elle est tout autre. Et la réalité, elle est chez toi et c'est à toi de te comprendre et de te connaître. Et c'est là que c'est important pour moi, ce travail de je me connais. Et parce que globalement, ta zone bleue, elle va plutôt peut-être ressembler à ça. Moi, je sais que ma zone bleue, elle est plutôt de cette forme-là. C'est-à-dire que si je suis dans un état triste, je sais que je suis déjà plus très performant. Parce que j'ai pas l'énergie, ça va pas. Par contre, si je suis dans un état enthousiaste, je sais que j'arrive à le gérer et que c'est une zone qui est bonne pour moi pour être performant. Pareil avec la sérénité, la frustration. Et donc, en partant des situations tête rouge, tête bleue que je t'ai invité à faire, j'ai vraiment tracé cette zone où moi, je suis performant. Et l'enjeu du travail que tu as à faire, hein, c'est de avoir cette capacité à rapidement détecter où tu es et de savoir où tu as besoin d'aller pour ta prochaine action, ta prochaine performance. Ça, c'est vraiment la clé de la gestion émotionnelle. Cette boussole, elle peut te paraître ultra simple, mais je vais te dire une chose, plus c'est simple, plus c'est performant et c'est puissant. De la précision, de la simplicité, et il n'y a rien de plus puissant que tu puisses trouver pour gérer la pression que ça, je peux te le garantir. Voilà. Je te transférerai le support. L'idée, c'est que tu peux avoir une page blanche pour l'écrire toi-même. Hop, voilà, on va retrouver ces quatre zones. J'ai mis quatre cases, mais si tu veux te faire une échelle sur beaucoup plus long, libre à toi et travaille-le comme tu veux. Et dis-moi en commentaire quand tu as fait l'exercice, ce que tu en penses et comment tu t'en sers au quotidien pour que bah, j'ai quelques retours d'expérience qui puissent m'aider à alimenter les prochaines masterclass. Allez, les zones de maîtrise, ça serait simple si notre zone de maîtrise, elle était constante. Si notre zone bleue et nos zones rouges, elles étaient immuables. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais vraiment une très mauvaise nouvelle pour toi. C'est que ta zone de maîtrise, elle va varier au cours de la journée, des jours, d'un jour sur l'autre. Elle va varier notamment à cause de la fatigue et des choses qui, au début du match, passés étaient plutôt en zone bleue, vont finalement être en zone rouge à la fin du match, quand ça va être tendu ou quand ça va être en pression. Ou, toi, typiquement, l'exemple intéressant là, c'est tu es dans un match, tu as un adversaire, et tu as un adversaire qui te taquine, qui te parle un petit peu, qui t'énerve, et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et finalement, tu t'aperçois qu'à un moment donné, tu exploses. Et l'enjeu de cette boussole émotionnelle, de cette zone de maîtrise, c'est d'apprendre à détecter avant que tu exploses que tu as besoin de mettre en place une contre-mesure. Et ces contre-mesures-là, bah, tu les connais parce que c'est toi et tu sais ce que tu as à faire. J'avais des exemples avec, dans un sport collectif, le gars, il arrachait de l'herbe pour pas exploser. Ça lui permettait de passer ses nerfs et de redescendre avant de repartir
dans des actions suivantes. Et c'est plein de petites choses comme ça. Et c'est à toi d'aller découvrir quelles sont les choses qui marchent pour toi. Il n'y a pas de miracle hein, dans la préparation mentale. Ce qui va faire la différence, c'est l'observation, l'essai et le recalibrage. Ça, c'est la zone de maîtrise. Je t'en dis pas plus, hein. T'imagines bien que quand tu es fatigué, eh ben, ta zone bleue, elle se réduit au profit de ta zone rouge. Et donc, eh ben, il faut être encore plus attentif à ces petits signaux et détecter tout ça. Allez, on arrive à la fin de cette masterclass. Je ne vais pas te laisser partir sans te parler de la méthode OSER. La méthode OSER, c'est la méthode que j'ai développée pour t'accompagner dans ta préparation mentale vers tes prochains objectifs. Quelle que soit ton ambition, ton projet, avec Oser, pars sur la bonne route. D'accord? Et Oser, elle repose sur quatre grands piliers. D'accord? Le haut, c'est pour les objectifs. Et on va aller travailler ensemble de la clarté sur ce que tu veux atteindre. On va mettre en place le plan d'action, tes prises de décision pour t'engager pleinement et avoir cette ambition. À partir de ton ambition, on va construire tout ça. Et derrière, on va travailler sur toi, sur ta singularité, et vraiment de comprendre comment tu fonctionnes, réussir à t'exprimer, à affirmer ton ambition, mais aussi de prendre conscience que tes différences sont tes forces, d'aller travailler ça ensemble, c'est le deuxième pilier, c'est le toi, c'est le jeu de moi, je me mets au service de cet objectif. Le troisième volet, le troisième pilier, c'est tout ce qui est l'environnement, tout ce qui va toucher à la relation humaine. C'est-à-dire que on arrivera toujours beaucoup plus loin en groupe et en collectif, avec des gens qui nous entourent. Dans, dans l'entourage, il n'y a rien de plus démoralisant que une personne, quand tu rentres à la maison le soir, qui dit t'étais où? T'as encore été entraîné? Et qui ne croit pas en ton projet. Et imagine l'impact si cette personne-là, le soir, elle te dit, ouais, je suis super fier de toi, tu as été à l'entraînement. Et comment avance ton projet? J'y crois. Et puis, c'est vraiment aussi travailler sur toutes ces ressources disponibles. Pas se contenter de mes ressources actuelles, mais vraiment se projeter dans toutes ces ressources et tout l'environnement que j'ai besoin de mettre en place, la transformation humaine et environnementale de moi pour atteindre cet objectif. Et le dernier volet, quatrième point, c'est recalibrer. C'est vraiment apprendre à apprécier le chemin, se réajuster, se recalibrer, et aller travailler sur ce feedback qui va nous permettre d'avancer, de se réajuster pour être sûr d'arriver au point qui est le bon pour nous. Voilà. Et donc, c'est un accompagnement qui est vraiment dimensionné sur mesure, parce que je te remets au cœur de ta réussite. On part de toi, de ton objectif, de la transformation que tu as à mener, de la personne que tu dois devenir pour réussir ça. Et ensemble, on avance vers la réussite de ton objectif. Alors, oser, hein, c'est 3 mois d'accompagnement en individuel et on va vraiment aller travailler euh, les 4 principaux piliers. C'est un, créer des stratégies personnalisées pour toi, celles qui marchent pour toi, pour faire face à la pression, pour que demain tu ne sois plus bloqué, mais que tu sois dynamisé, boosté par cette pression. C'est aussi avoir des résultats qui sont durables. Un coup d'éclat, c'est bien, ça flatte l'ego, mais c'est pas ça qui, dans la durée, va être bon. Si tu veux faire un coup d'éclat, on peut y arriver. Mais moi, mon enjeu, c'est vraiment t'amener à ton niveau de performance dans la durée. Gérer des situations de stress par les émotions et vraiment une maîtrise accrue de tout ça, quelles que soient les situations, qu'elles soient difficiles ou pas, et d'être vraiment dans cette zone, d'apprendre à gérer cette zone de maîtrise et voire même à l'étendre, apprendre à faire en sorte que notre capacité à gérer dans la situation difficile soit de plus en plus grande. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va travailler dans ce plan d'accompagnement. Et puis, forcément, euh, tout ça n'est pas possible sans avoir une confiance en soi qui grimpe et qui monte. Et donc,
forcément, ça sera l'un des backbones pour avancer ensemble, de construire cette confiance qui va te permettre de passer à l'action et de réussir, qui va venir augmenter ce cercle vertueux de la confiance qui engendre des résultats et ainsi de suite. Et puis, s'il y a d'autres pistes dont tu as besoin, franchement, on voit ensemble qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment que ça soit ce dont tu as besoin pour réussir ta prochaine compétition, ton prochain objectif. Voilà, je te propose le briefing du capitaine. C'est 30 minutes d'entretien découverte offert. C'est vraiment ce moment où ensemble, on décide d'y aller ou pas. Et donc, pour ça, je t'offre vraiment 30 minutes de coaching avec moi pour déterminer si, un, je peux t'accompagner et si, deux, tu souhaites travailler avec moi. Et donc, pour ça, tu n'as qu'à scanner le QR code et réserver cet entretien découvert. Et n'oublie pas une chose, que si tu veux arrêter de laisser ton mental te freiner, il faut que tu changes quelque chose. Et changer quelque chose, ça commence par un premier pas. Et donc vraiment, je t'invite à réserver ce briefing parce que moi, je suis prêt à tout casser avec toi. Voilà, cette masterclass touche à sa fin. Je vais te remercier de l'avoir suivi et j'espère te rencontrer très prochainement pour parler ensemble de préparation mentale et surtout que tu me présentes ton objectif vers lequel on va voguer ensemble. Merci, bonne soirée.